Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus le Clément, où justement on va poursuivre la saga de ces familles oligarchiques américaines extrêmement puissantes pour comprendre qui ils sont et comment ils contrôlent le monde, non seulement avec l'argent, mais notamment dans les domaines qui les intéressent, qui sont les domaines clés, souvent énergétiques, médiatiques, diplomatiques, complexe militaro-industriel, pharmaceutique, agroalimentaire, et comment on a affaire à des gens qui véritablement s'intéressent à tous, qui touchent notre environnement, nous, en tant qu'hommes du peuple, ce qui leur permet évidemment d'avoir un total contrôle sur non seulement sur les gouvernements, mais sur les peuples qui sont leurs subordonnés. Donc, pour reprendre ce que l'on disait dans l'autre vidéo, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne ces familles, leur marge de manœuvre, bien sûr, était sans concession. Et si leurs prêts internationaux n'étaient pas repayés, les oligarques, en fait, déploieraient, grâce au contrôle sur le Congrès des États-Unis, l'armée américaine, pour collecter les dettes en se servant sur les matières premières de celles-ci. Donc ça veut dire que si l'État n'était pas capable, évidemment, de rembourser, eh bien, eux, ils se payaient, j'ai envie de dire, en ressources. Donc, ce fut pour la Morgan Chase et la Citibank, qui ont formé sournoisement une alliance internationale syndiquée de prêteurs sur gage. La maison Morgan était assez appréciée par la maison Windsor, britannique. Ça vous rappelle rien? Oui, c'est la couronne d'Angleterre. Et en effet, puisqu'il y a des liens entre eux, c'est ce qu'il faut le savoir, et la maison italienne de Savoie. Les Kuhn, Loeb, Warburg, Lehman, Lazar, Israel Moses, Saïf et Goldman Sachs étaient très proches aussi, bien sûr, des monarchies européennes. Ça, c'était une évidence. À partir de 1895, Morgan, évidemment, contrôle le flot d'or qui entre et sort des États-Unis. Et la première vague des fusions américaines était en fait plus ou moins déjà anticipée et promue par ses amis banquiers. D'ailleurs, la Standard Oil de Rockefeller, les aciers américains d'Andrew Carnegie et les chemins de fer d'Edward Harriman étaient tous financiés par le banquier Jacob Schiff de la Kuhn-Loeb, qui lui travaillait en relation plutôt étroite avec les Rothschild d'Europe. Donc c'est toujours la même chose, on retrouve toujours les mêmes coteries et toujours tiens, passe-moi le sel, je te passe le poivre, file-moi le pain, tiens, passe-moi le plat, etc. Donc on voit bien que systématiquement, l'un fait la courte échelle à l'autre, l'introduit dans ses affaires, l'introduit dans ce qui est ressources, argent, etc. Et que c'est un maillage qui est en train de se tisser. Donc beaucoup d'États de l'Ouest américain, d'ailleurs, s'offusquent justement de ce monopole oligarchique et commencent d'ailleurs à s'insurger, notamment par la voix du populiste William Jennings Bryan, qui fut d'ailleurs 3 fois le candidat présidentiel démocrate en 1896 jusqu'à 1908. En fait, le thème central de ces campagnes était anti-impérialiste, autant dire anti-impérialiste bancaire, même en précisant. Donc, il suffisait de dire aux citoyens que les États-Unis étaient en train de tomber dans le piège justement de l'esclavage financier, ce qui est encore notre cas à nous aujourd'hui, puisque c'est une situation qui réellement a été générée par la haute finance et la banque, et aujourd'hui on en voit les méfaits, puisque la plupart des pays dits occidentaux sont littéralement endettés et sont sous la coupe de ces requins de la finance et de la banque. Donc c'est déjà une situation qui était non seulement en train de se mettre en place, mais qui allait perdurer dans le temps. Donc la Première Guerre mondiale, justement,
Durant la Première Guerre mondiale, plutôt, ce qu'il faut dire, c'est que la maison Morgan, d'ailleurs, finançait plus que la moitié de l'effort de guerre américain, et en retour, on recevait, ce qui est indécent pour ma part, des commissions pour l'introduction des sous-traitants comme la General Electric, toujours les Dupont, hein, et les aciers Kennecott et Asarco. Et tous ces gens-là, bien sûr, comme par hasard, étaient des clients de Morgan. Mais en fait, les affaires ne s'arrêtent pas là, en fait. Parce que Morgan finançait également, justement, la guerre des bourgs britanniques en Afrique du Sud et la guerre franco-prussienne. Eh oui, parce que quand on finance les guerres, c'est toujours bon pour les affaires de ces gens-là. Et comme si cela, justement, ne suffisait pas, la conférence de paix de Paris, justement, de 1919, qui a été, tiens, bizarrement présidée par encore Morgan, mena en fait les efforts de reconstruction de l'Allemagne et de ses alliés. C'est vraiment... et c'est là qu'on comprend justement le rôle du traité de Versailles, qui était véritablement une infamie, quoi. C'est-à-dire que l'Allemagne était littéralement étranglée financièrement, et avec des taux d'intérêt qu'elle ne pouvait pas régler et rembourser, ce qui a généré la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était le seul moyen de se défaire de l'étranglement bancaire qu'elle subissait, vous voyez. Donc, quand on vous dit que la planification des deux guerres est liée à l'origine, justement, de ce groupement d'intérêts bancaires qui opère pour le compte des Rothschild, c'est une réalité historique que l'on ne nous a pas appris, justement, dans l'école de la République. Alors, reprenons. Dans les années 1930, la Goldman Sachs, la banque Lehman et bien d'autres encore ont profité du crack de 29, c'est la grande crise, que le président du comité bancaire du Parlement américain, qui était incarné en la personne de Louis McFadden, qui était un démocrate de New York, qui dit un jour d'ailleurs à ce sujet, et moi je le cite, « Ce ne fut pas un accident, cela fut planifié ». Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers internationaux pensent toujours à créer une situation de désespoir, justement, afin, si tu veux, de pouvoir en émerger comme sauveur auprès de nos dirigeants, tu vois. Mais en réalité, l'objectif, c'est toujours celui qui allume le feu qui arrive avec le camion de pompiers, quoi. Donc, pas mal de politiciens, évidemment, de l'époque, savaient que les auteurs du crack étaient en réalité les banquiers, notamment le sénateur Gerald Nye, par exemple, qui était lui démocrate du Dakota du Nord, qui présidait une enquête sur les munitions en 1936 et qui a conclu dans son rapport que la maison Morgan faisait pression sur les États-Unis pour son engagement dans la Première Guerre mondiale, pour protéger les emprunts et pour créer un essor de l'industrie, de l'armement, bien sûr. C'est un peu, j'ai envie de dire, normal quand on voit la duplicité avec laquelle ces gens-là, justement, ont mené leur plan jusque-là. Alors évidemment, ça va se produire même plus tard, hein, dans un document dont le titre était La prochaine guerre, où en fait, il prévenait que le Japon pourrait être dupé dans le cadre et dans un contexte de deuxième conflit mondial. Ça, c'est un sénateur, hein, c'est le sénateur Gerald Nye qui sent le truc venir et qui commence à anticiper sur ce qui va arriver après la Première Guerre mondiale. Donc en 1937, le secrétaire de l'Intérieur, Harold Ick, disait avoir peur de l'influence des 60 familles américaines les plus riches. Et l'historien Lundberg écrira lui aussi un livre sur cette influence oligarchique, donc à l'approche
de la Seconde Guerre mondiale, parce que là, cette fois, ça devient de plus en plus net. Jack Morgan, le duc de la famille Morgan, avait des relations très étroites avec les familles Iwasaki et Dan. Les familles, je rectifie, Iwasaki et Dan. Les clans les plus riches du Japon, qui possédaient par ailleurs Mitsubishi et Mitsui. Et comme ces gens-là ont énormément de relations, eh bien évidemment, ils en avaient avec le fasciste italien Benito Mussolini, tandis que le nazi allemand, le docteur Jalmer Schacht, était en liaison entre la Banque Morgan et l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Après la guerre, les représentants de Morgan s'attachèrent en fait les services de Sachs à la Banque for International Settlement, c'est-à-dire la fameuse banque des règlements internationaux qui se trouve à Bâle en Suisse. Cette banque des règlements internationaux, il y aurait beaucoup de choses à dire et je dirais qu'à elle seule, elle mériterait une vidéo en fait. Parce que c'est même pas un État dans l'État, c'est l'État. L'État mondial, c'est la banque des règlements internationaux. Des règlements internationaux. C'est la maison mère de toutes les banques centrales. Elle est au-dessus de la Banque mondiale, du FMI. Et évidemment, elle est détenue, bien sûr, devinez par qui? Par JP Morgan, par les Rothschild, par les Warburg et tous leurs associés. Donc justement, revenons à cette banque des règlements internationaux, qui est à ce moment-là la banque, comme je viens de le dire, la plus puissante du monde, puisque c'est une espèce de corporation des 8 familles contrôlant l'ensemble des banques centrales de presque que toutes les nations occidentales et des pays en voie de développement. Son premier président sera le banquier Rockefeller Gate McGarrah, un officiel de la Chase Manhattan Bank et évidemment de la Réserve fédérale. Les Rockefeller, évidemment, tout comme les Morgan, avaient évidemment en effet des relations très étroites avec Londres. David Icke, d'ailleurs, qui n'est pas une référence que j'apprécie beaucoup, mais on va le citer, écrira dans son livre Les Enfants de la Matrice que les Rockefeller et les Morgan n'étaient en fait que des prête-noms pour les Rothschild, mais ça, je pense que on peut aujourd'hui un petit peu s'en douter. Mais peu importe. La Banque des règlements internationaux n'était en fait dans le fond qu'une propriété de la Réserve fédérale et recevait des fonds de beaucoup de banques internationales. La Banque d'Angleterre, la Banque d'Italie, la Banque du Canada, la Banque de Suisse, la Banque de Hollande, la Banque fédérale d'Allemagne et la Banque de France, bien entendu. Sinon, le tableau serait incomplet. L'historien Carroll Quigley écrira dans son livre Tragédie et espoir, et je le cite, « La Banque des règlements internationaux faisait partie d'un plan, celui de créer un système mondial de contrôle financier dans des mains privées et capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie du monde dans sa totalité. Un contrôle qui s'exerce de manière féodale par les banques centrales du monde qui agissent de concert à travers des accords secrets, bien sûr. Donc la puissance des 8 familles a été entérinée avec la création de ce qui sera définitivement le socle de leur puissance par le biais de la conférence de Bretton Woods, très très importante conférence, qui justement, dans lequel on a désindexé en fait le dollar sur le cours de l'or, ce qui a permis de faire tourner la planche à billets et de permettre évidemment d'autoriser, si je puis dire, l'endettement des nations que l'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, la banque qui sont subordonnées à la Banque des règlements internationaux, qui détient à peu près 10% des fonds de réserve d'au moins 80 banques centrales du monde et de certaines mêmes institutions multilatérales. Donc, à quoi sert cette Banque des règlements internationaux? Eh bien, elle sert aussi d'agent financier pour les accords entre nations.
Elle collecte des informations sur l'économie globale et sert de prêteur ou de dernier rempart pour éviter un effondrement financier global général. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que la Banque des règlements internationaux, c'est un petit peu la tour de contrôle de toutes les banques. C'est elle qui autorise les prêts. Ce pays-là, oui, tu l'aides. Ce pays-là, non, tu le laisses dans la misère. Ce pays-là, oui, on va favoriser sa prospérité. Dans ce pays-là, on va instaurer la rigueur. C'est vraiment son rôle à la Banque des règlements internationaux qui est véritablement la reine des abeilles, si je puis dire, et qui permet, en fait, d'un claquement de doigts, d'autoriser telle banque centrale à aider tel pays ou telle autre nation, tout comme le FMI et la Banque mondiale. Les amis, je vais clôturer ce deuxième volet et on se retrouve pour une troisième partie sur cette saga des oligarchies mondialistes, partisanes d'un nouvel ordre mondial et du retrait de la souveraineté des peuples.